Elle aurait pu ne pas être reine, elle parlait parfaitement français, elle a connu près d'un tiers de tous les présidents des États-Unis. Aujourd'hui, le Vieux Continent vous propose de revenir sur les 5 moments marquants de la vie d'Elisabeth II. Et tout d'abord, son accès au trône. Alors avant toute chose, il faut savoir que Elisabeth II, à la naissance, elle n'avait que très peu de chances de devenir reine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son père qui est à la tête du pouvoir, mais son oncle. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Édouard VIII, qui est donc l'oncle d'Elisabeth II, lorsqu'il accède au trône en 1936, va demander en mariage Wallis Simpson, une routurière américaine déjà divorcée 2 fois. Scandale pour la famille royale, le gouvernement lui demande même de renoncer à son idylle et Édouard VIII est contraint de démissionner quelques mois plus tard. Et celui qui lui succède, c'est George VI, qui est donc son frère et qui n'est autre que le père d'Elisabeth II. Elle est alors deuxième dans l'ordre de succession. Son père va décéder en avril 1952 et c'est seulement 16 mois plus tard, le 2 juin 1953, que la reine est couronnée. La cérémonie se déroule dans la glorieuse abbaye de Westminster et il faut savoir qu'Elisabeth II monte sur le trône à un moment vraiment difficile et en effet, dès sa première année sur le trône, Elisabeth II a dû affronter la crise du canal de Suez, une guerre civile en Égypte qui a entraîné l'intervention militaire de l'armée britannique. Mais cette crise a aussi été une des premières épreuves de la jeune reine qui a su faire ses preuves à l'échelle internationale en montrant ainsi au monde qu'elle était capable de gérer les crises. Le deuxième fait marquant de la vie d'Elisabeth II, c'est son rapport à l'Europe, mais également à la France. On peut résumer le rapport qu'a eu la reine avec l'Europe en 2 phases. Il y a tout d'abord le moment où le Royaume-Uni intègre la communauté économique européenne en 1973, où la reine déclara qu'une bonne part du destin de l'Europe aurait coulé entre Londres et Paris. Rebelote près de 20 ans plus tard, en 1992, avec l'adoption du traité de Maastricht, la reine sort alors de sa réserve. Dans une allocution au Parlement européen, elle prononce alors ouvertement un discours pro-européen en citant tour à tour les pères fondateurs de l'Union européenne que sont Winston Churchill ou encore Jean Monnet. Et elle termine son discours par cette phrase, je cite, « Nous construisons ensemble notre famille européenne ». It is a worthy ambition, true to the conviction and example of the founding fathers of the community. Mais ce discours de la reine ne semble pas être du goût de l'ensemble du peuple britannique, puisque 25 ans plus tard, le Royaume-Uni décide de quitter l'Union européenne. On vous met d'ailleurs le petit lien en haut si vous voulez en savoir plus sur le Brexit. Toujours est-il que la reine n'a jamais dévoilé sa position concernant le Brexit, mais quelques petits indices nous laissent penser qu'elle avait une opinion bien tranchée sur ce sujet. Ce quelque chose, c'est le fun fact, on vous en parlera à la fin de la vidéo. Outre un rapport particulier à l'Europe, Elisabeth II a également entretenu un rapport particulier avec la France. C'est en effet le pays qui a été le plus visité au monde à titre officiel par Sa Majesté, et lorsqu'elle se rend en France en 1948, elle surprend tout le monde en s'exprimant parfaitement dans la langue de Baudelaire. Il faut que nous puissions mettre en commun les dons et les vertus qui sont notre héritage le plus cher. Outre sa francophilie, elle s'est montrée extrêmement favorable au projet d'Eurostar qui avait pour but de rallier Londres et Paris en train. Et parmi tous les présidents de la République française qu'elle a connus, c'est avec François Mitterrand qu'elle aurait entretenu les meilleures relations, contrairement à Jacques Chirac qui s'était fait remarquer en arrivant en retard. Or, on ne fait jamais attendre la reine. Autre fait important concernant la France, il faut savoir que du sang français coule dans les veines d'Elisabeth II, celui d'Alexandre Dénier, un seigneur de l'Eau-Libreuse, une zone située dans le Poitou. Son rapport à l'Europe ou encore à la France nous amène au troisième fait marquant d'Elisabeth II, les voyages. Le règne d'Elisabeth II a duré plus de 70 ans et durant cette période, vous vous doutez qu'elle a eu le temps de voyager un peu partout dans le monde. Pour vous donner quelques chiffres, elle a côtoyé 15 des 56 premiers ministres de son pays et plus d'un tiers des présidents américains. Elle a également connu 10 présidents français, 9 chanceliers allemands et vu défiler une dizaine de dirigeants de l'Union soviétique et de la Russie. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'Elisabeth II, en tant que monarque du Commonwealth, alors le Commonwealth, c'est une organisation intergouvernementale qui rassemble 56 États membres. Et la particularité de ces États, c'est que ce sont quasiment tous des anciens territoires de l'Empire britannique. Aujourd'hui, ces 56 pays, ils représentent 2,5 milliards d'habitants. C'est donc quasiment le tiers de l'humanité. Et la grande partie de la population du Commonwealth vit dans le sous-continent indien. Voilà ainsi l'Inde, mais également le Pakistan ou encore le Bangladesh. Et l'Afrique, avec plus de 21 pays, forme le plus gros contingent. Et il faut savoir que la reine est officiellement chef de l'État de 16 monarchies parlementaires. Le Royaume-Uni évidemment, mais également le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais également des plus petites nations comme les monarchies insulaires de Sainte-Lucie ou encore la Jamaïque. Et parmi les voyages marquants, on retiendra celui de 1967, effectué par la reine Elisabeth avec son mari, le prince Philippe. 10 ans plus tard, elle se rend en Afrique du Sud, en pleine politique d'apartheid. Enfin, on citera l'année 2011, qui a été une année historique, une visite de réconciliation en Irlande, la première depuis l'indépendance du pays en 1922.
le quatrième fait marquant de la vie d'Elisabeth II est lié à son rôle. Parce que concrètement, à quoi sert un monarque britannique? Au Royaume-Uni, la règle constitutionnelle veut que le monarque britannique soit au-dessus de la politique, n'exprime aucune opinion politique et s'accommode de n'importe quel Premier ministre, qu'il soit travailliste ou conservateur. Et on dit souvent que le monarque britannique a en réalité seulement 3 droits, celui d'être consulté, celui d'encourager et celui de mettre en garde. Dans l'ordre protocolaire, chaque mardi, le Premier ministre voit la reine, il discute du programme du gouvernement, des défis internationaux, et en 70 ans de règne, la reine Elisabeth II aura d'un commun avis de tous les observateurs assuré à la quasi-perfection ce rôle, ne laissant ainsi quasiment jamais transparaître ses opinions. D'ailleurs, fait important, elle n'a jamais voté à une élection. Et ce rôle d'être au-dessus de la politique du monarque britannique a été analysé par de nombreux commentateurs, parmi eux le sociologue Mathieu Bocoté, qui explique qu'en France par exemple, nous avons souvent souhaité recommencer à zéro, que ce soit en 1789 ou en 1958, tandis qu'en Angleterre, le monarque permettrait de garder le fil rouge de la nation et de conduire le peuple britannique jusqu'ici sous le signe de la continuité, grâce justement à sa neutralité et à son positionnement au-dessus de la politique nationale. Enfin, le dernier fait marquant concernant Elisabeth II regarde sa famille. Elisabeth II a tout d'abord épousé son cousin éloigné, le prince Philippe de Grèce, dont elle était d'ailleurs amoureuse depuis l'adolescence. Les noces ont eu lieu juste après la guerre, mais cette relation va susciter quelques controverses, car pour certains Britanniques, Philippe n'est qu'un membre d'une branche cadette de la maison royale de Grèce. En plus de cela, ce prince d'origine étrangère ne serait pas fortuné, mais Elisabeth II n'a que faire de ces critiques et elle l'épouse en 1947. Ils auront ensuite 4 enfants, dont Charles, l'aîné, aujourd'hui roi. Mais la vie familiale est loin d'être un long fleuve tranquille. En effet, l'année 1992 est qualifiée d'annus horribilis par la reine, qui voit 3 de ses 4 enfants se séparer et son château de Windsor, sa résidence d'été, être ravagé par un incendie. Un autre drame familial va également beaucoup faire parler quelques années plus tard, la mort de la princesse Diana dans un accident de voiture à Paris en 1997. À l'annonce de la nouvelle, la reine reste dans le château de Balmoral, tandis que les fleurs et les hommages s'accumulent devant Buckingham Palace. Et son absence de réaction, en décalage avec l'émotion populaire, suscitera l'incompréhension et de vives critiques. Le fun fact concernant Elisabeth II, c'est le suivant. Lors de son discours d'ouverture du Parlement en juin 2017, Elisabeth II aborde un chapeau bleu orné de fleurs jaunes. Et il n'en fallait pas plus pour que certains internautes ou certains commentateurs y voient un hommage déguisé à l'Union Européenne, ce qu'elle ne confirmera ou ne niera d'ailleurs jamais par la suite. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Le débat cette semaine, c'est le suivant. L'existence de la monarchie au Royaume-Uni a-t-elle encore du sens aujourd'hui? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de partager la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner et on se retrouve dimanche pour une nouvelle revue d'actualité européenne du Vieux Continent.